Je m'appelle Joseph Pantagène. Je suis né à Pernes-les-Fontaines le 1er avril 1930. Et j'ai eu une sœur aînée. Et mes parents, bien sûr. Maman qui était née rouillée et native de la Roque-sur-Perne. Et voilà comment s'est fondée la famille Jean Pantagène et comment a continué, entre autres, Joseph et Monique Pantagène ont continué cette, on peut dire une petite lignée, quoi. Et nous avons vécu, nous avons eu une famille importante, puisque 4 enfants sont nés de notre union, et sont toujours là, bien sûr. Et ma foi, tout se passe, on peut dire, comme on pouvait le prévoir, quoi. Le mieux possible. Il y a des moments où c'est plus difficile, il arrive quelques petits événements qui, quelquefois, vont à l'encontre de ce qu'on souhaite. Mais chacun de cette famille met un point d'honneur à effacer ce qui pourrait diminuer ou fâcher les éléments de cette famille. Alors, que demander de plus? Nous en sommes là. Et j'espère que nous aurons encore quelques belles journées, quelques belles saisons. Je suis peut-être un peu trop optimiste quand je dis quelques, mais bon. Alors voilà, ainsi va la vie. Chacun a fondé son foyer, ils ont eu des enfants, et nous nous retrouvons quand ça se raréfie, puisque les hommes et les femmes se sont fait une vie qui n'est pas toujours ce qu'elle était il y a un siècle. C'est-à-dire que tout ça restait à la maison et chacun vivait dans une petite, j'allais dire, bon, cette famille qui a bien généré et qui a même eu un élément qui était mon papa, qui s'appelait Jean, qu'on orthographie avec un T. Ah, pas comme geste à Monteux. Es Monteux, que est ta patrie, si es nasque vergonzessin, si es tan belle que ta famille t'a donné le nom des saints. Bon. On peut écrire de 2 orthographes. Dis-le en français. Comment? Dis-le en français maintenant. Ah, c'est Monteux qui est ta patrie. Tu es né vers 1100. Tu es si beau, ça m'aime. Tu es si beau que ta famille t'a donné le prénom de Gent. De Gent. Le masculin de Gent et de la Majorque Gento. Bien. Voilà pour... Bien. Alors, tu vas t'exprimer, toi? Eh bien oui, s'il faut. Voilà, moi je suis née à Aubignan. Mes parents avaient une boulangerie. Alors, je suis allée à l'école à Aubignan, naturellement. Et après, mes parents, après la guerre, ont pris la boulangerie, la succession de mon grand-père, et je servais le pain. Voilà. J'aidais, même quand il y avait des pannes d'électricité, avec ma sœur, mon père nous faisait lever la nuit pour faire le pain. Pour pétrir? Eh ben, on avait une pétrelle, mais il fallait Ah, c'est bien. faire le pain. Voilà, sinon, je restais au magasin. Et il a fallu, je me permets d'intervenir, de couper, il a fallu une soirée d'hiver, de janvier, où le groupe artistique pernois s'était déplacé à Aubignan pour y jouer la pastorale. Et là, ben, j'ai bien compris que j'intéressais quelqu'un. Et par la suite, les choses se sont précisées et nous nous sommes unis avec Monique pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la fin de nos jours.
Alors vous avez combien d'années de mariage? Combien nous avons d'années? Nous, c'était en 52. Nous nous connaissions depuis 48. Bon, on s'est mariés en 52. Et nous avons donc donné naissance à 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, le vœu du roi, je ne sais pas comment on appelle, du prince peut-être. Et voilà, maintenant nous nous retrouvons après une vie, on peut dire, bien remplie. Aussi bien l'un que l'autre a eu, je pense, le sens du public et de la société, quoi. Nous n'avons jamais hésité à répondre des demandes pour prendre quelquefois une responsabilité ou peut-être 2. Moi j'ai toujours travaillé et essayé de faire avancer la profession. Dans le syndicalisme, j'ai tenu des responsabilités donc au niveau national, puisque je faisais partie du conseil d'administration de comment dire, l'administration. Des retraités agricoles. Comment? Des retraités agricoles. Ben oui, à l'échelon national. Et ce qui m'a fait que j'ai toujours été dans les affaires agricoles. Et fort heureusement, la maison ne s'ouvre pas. Et Monique, ben, quand j'étais à Paris, ben, je ne suis jamais trop resté, mais bon, un jour, 2 fois 2 ou 3, c'est comme ça que je faisais partie de l'équipe nationale. Voilà. J'ai donc été scolarisé à l'école libre de Pernes. Et je suis rentré après un petit passage, comment on appelle ça, l'asile des enfants qui n'avaient pas d'accord. J'ai fréquenté ça aussi. Et puis alors à l'école, à partir de l'âge de 16 ans, l'école libre de Pernes. 6 ans, pas 16 ans. Comment? Pas 16 ans. 6 ans. 6 ans, oui, 6 ans, j'ai bien dit ça, oui. J'ai dit 16. 6 ans, donc, et puis j'ai grandi. Et entre-temps, par la suite, les événements ont voulu qu'un conflit s'engage entre l'Allemagne et la France. C'était encore la guerre de 39-40. J'avais 9-10 ans, donc. Et je me souviens très bien de ce qui s'est passé. Le moment est venu où les choses tournaient moins bien pour les vainqueurs. Non, mais ne parle pas de ça, parle que tu as passé moins le bien pour les... certificat. Non, mais il a fallu, donc on a eu besoin de bras dans la campagne, et dès qu'on avait au moins 10 ans et guère plus, les parents comptaient sur nous pour le coup de main, pour les travaux des champs. Et là, donc, j'ai quand même pu passer le certificat au mois de mars 1944. L'un aidait ses parents dans l'agriculture et puis l'autre aidait ses parents à la boulangerie. Voilà. Et à l'école, alors ça s'est passé comment? Ah ben moi, j'allais à l'école à Aubidian, je suis allée à l'école jusqu'à 14 ans presque. Puis voilà. Après, je voulais apprendre à coiffeur, mais bon, il y avait les événements, il y avait les Allemands. Il me fallait aller à Carpentras en vélo. Et puis mes parents m'ont dit, mais il vaut mieux que tu restes ici, que tu nous aides nous. Alors, vous n'avez jamais eu de mauvais moments pendant la guerre en tant que jeune fille? Non, non, non. Vous n'êtes rien arrivé? Non, non, non. Et vous, Joseph? Donc, je suis revenu à l'école, si on peut parler comme ça, en octobre. La rentrée s'effectuait en octobre. Et pour donc reprendre mes études, bon, qui étaient bien du primaire, mais bon, ça ne m'a pas empêché de cheminer sur le chemin de la vie avec, oui. Est-ce que vous vous souvenez des Allemands d'Amperne ou bien des Américains? Oui. Ah ben oui. Donc si nous sommes en août 1944, eh bien
on n'allait pas trop sortir, hein, parce qu'on craignait de se faire canarder un peu. N'importe comment, tu habitais en campagne. Hein? Tu habitais en campagne, tu n'habitais pas à Pernes. D'habiter? En campagne, Ah ben oui. Oui. à la Grabillière. Oui, oui. Et donc on essayait de ne pas trop sortir, de ne pas trop se montrer, de ne pas être servi de cible. En août 1944, eh bien, comme tous les mois d'août, c'est une période de chaleur, bon, on faisait la sieste. On faisait la sieste et puis on voyait trafiquer les occupants qui se préparaient à partir. Et à un moment donné, les 3 ponts de Pernes ont sauté, donc la retraite suivait son cours dans les troupes allemandes et nous restions à Pernes. Et il y avait quelques petits comptes à régler avec les ennemis, entre ennemis, quoi. Si bien que là, à Pernes, il y a eu des événements tragiques. Les troupes qui battaient en retraite cherchaient à récupérer le maximum de moyens de locomotion. Ils avaient monté une aire de réception de tout cela. Si on avait une jardinière, il fallait amener un cheval. Bon. Et tout ça se passait chez Claude Dagne, qui est le grand-père de Roger, qui habitait là, au passage à niveau, comme on dit. Et là est arrivé un groupe de résistants, de maquisards, qui ont fait feu sur ceux qui réquisitionnaient sur les troupes allemandes, et ça a déclenché une bagarre. Et oui. Ce qu'il te faut dire, c'est que tu as vu la venue de la gare pleine de chevaux réquisitionnés. Oui. Sûrement, il y en a guère qui l'ont vu, ça. Devant chez vous, là? Oui. Ah oui, oui. Tous les boulevards de Pernes étaient remplis de chevaux, c'était le chef-lieu du canton. Et oui, la place et le conseil de révision, parce qu'ils ne prenaient pas tout comme ça. S'il y avait des chevaux qui avaient des défauts, ils les laissaient. Nous, on en avait un qui était borgne, ils ne l'ont pas pris celui-là. Et oui, c'était un spectacle qui vous marque. Et à 100 mètres, il y avait des gens qui habitaient, c'était des Philly, ce nom de Pernes, hein, les Philly. Oui, tout à fait. Et Joseph Philly habitait là avec sa famille, et Paul Philly, on était du même âge, et donc on allait se voir. Le spectacle était plutôt dans le boulevard que chez mon grand-père. Nous étions là et le 3 septembre, vers les 11h, est arrivé un monsieur qui s'appelait Félix Garcin. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Si, il a été conseiller général. Et alors c'était un peu le porteur, comment dire, celui qui annonçait les choses à l'avance, presque. Il arrivait en vélo en disant « Allez les enfants, la guerre est déclarée ». C'était le 3 septembre 1939. Et nous étions là à voir ce spectacle un peu pour les enfants. C'était toujours un peu festif, presque, de voir tous ces chevaux rassemblés qui allaient partir, on pourrait dire, à l'abattoir. C'est pas toujours le cas, mais nous, on en avait 2, on nous en a pris 1. Bon. Et oui, alors j'en étais au moment où on faisait la sieste par les canicules du mois d'août en 1944. Et bon, on voyait des mouvements de troupes, et c'était les Allemands qui partaient, Puis à un moment donné, je me mets à la fenêtre, là-bas, à la ferme, et je vois un bras qui nous fait... Qu'est-ce que c'est ça? Les troupes allemandes qui se jettent des grands saluts, et c'était les troupes américaines qui arrivaient. Alors, ben, ça a été la liesse. Et ça s'est passé, donc ça a été un événement quand même un peu exceptionnel quand les troupes vainqueurs, je sais pas comment il faut dire au féminin, comment ces troupes qui battaient en retraite avaient pu laisser un champ de bataille qui ressemblait à qui, et c'est là que sont arrivées les troupes alliées. C'était donc le 23 août 1944. Voilà, on s'est mariés à Aubinière, parce que moi j'étais d'Aubinière,
On habitait à la boulangerie. Et de la boulangerie, on est allé à la mairie, puis à l'église à pied. Et on avait refait le goudronnage de la route. Voilà, après l'église, ben, ma foi, on est venu manger là, une maison qu'on avait un peu à la campagne. On a mangé dehors, il a fait beau temps. Et on ne s'est pas inquiété de louer des tables et des chaises. La grand-mère, la tante, elles avaient toutes les mêmes tables, ces tables carrées, avec des rallonges, et elles nous ont toutes prêté les tables et les chaises. On avait pris quelqu'un pour préparer le repas, et voilà, on a fait la fête. C'était déjà qui? C'était quelqu'un de père, là? Non, c'était pas quelqu'un de perdre. Pour le repas, non? Je ne me rappelle plus. Non, c'était quelqu'un d'obédient. Bon. Et alors, après, faisais le vous êtes repas parti en qui voyage veut. de noces. Après, on est parti en voyage de noces. Ouais, Voilà. on On avait choisi un voyage de noces dans les Pyrénées. Alors, c'était le 2 août. Et après, on devait aller un peu à la mer chez quelqu'un qu'on connaissait, là, à la Couronne. Et il ne devait pas y avoir de melon. À cette date, on avait choisi cette date parce qu'il n'y avait pas de melon. Et puis, le jour du mariage, les voisins sont venus ramasser les melons. Et mon beau-père me disait toujours qu'il y avait la tanière de caisse de melons. Bonne année. Voilà. C'était au mois d'août. Alors vous étiez un peu boulangère et vous êtes devenue paysanne. Voilà. Et ça s'est bien passé pour vous? Ben, ma foi, moi je dis toujours, je ne saurais pas aller m'engager pour aller à la journée. Mais enfin, il y avait Magali, il y avait ma belle-sœur, il y avait mes beaux-parents, on travaillait tous ensemble. Je faisais ce que je pouvais. Des fois c'était dur. Alors quand c'était dur, je disais j'en ai marre et je partais. Voilà. J'allais faire le dîner ou j'allais... Voilà. Si, je ne saurais pas aller... Non, je ne saurais pas aller Et vos m'embaucher. cultures, c'était quoi alors Je vos cultures à pense que l'époque? j'ai fait ma part. À l'époque, bien, le mécanisme était reparti. D'accord. Nous avions acheté un tracteur, c'était en 49, me semble-t-il. Et donc, l'agriculture à fort rendement reprenait son élan pour arriver à un moment donné où elle était trop productrice, presque. Et on a connu des années pas bien charmantes au niveau des prix. Et ça a commencé le désert de la campagne, où les gens allaient trouver leur travail plutôt en ville, quoi. Mais bon, il y en a quand même pas mal qui ont tenu le coup, si on peut dire, et qui ont permis à l'agriculture de rester une économie principale dans la région. Autrement, nous, comme culture, on avait des carottes, on avait des tomates, et melons, quoi, on avait des melons, c'était surtout les tomates, les melons, les carottes. 4 haricots par-ci par-là. Les haricots verts. Alors moi, le plus que je trouvais pénible, c'était de ramasser les haricots verts. Et des céréales, parce que ça a assolé. Les terres ont changé un peu de culture, et sinon ça risque après d'être plus rentable, quoi. Donc par ce moyen, eh bien, l'agriculture, c'est quand même bien maintenu, quoi. Et puis est arrivé tout l'appareil social qui a permis aux anciens agriculteurs de pouvoir vivre une retraite bon, un peu confortable quand même. Parce que on avait légiféré, alors qu'avant c'était des entreprises particulières, les assurances agricoles. Et c'est là que donc, la politique des gouvernants, quels qu'ils soient, quoi, a toujours cherché à améliorer le sort de ces paysans qui, bon, devaient peiner très dur pour arriver à se ramasser quelque argent. Et c'est là que l'appareil social a quand même bien aidé, quoi. On s'est retrouvé avec une législation qui nous prenait en compte, quoi. Au niveau des maladies ou au niveau des retraites, les choses se sont améliorées, mais
avec la participation de gens décidés à faire évoluer, quoi. Et ce qui a fait, qui a donné comment dire. Pour les parents surtout. Non, mais oui, ça donnait donc Moi, c'était pas. À la profession. J'étais pas agriculteur. Ça donnait à la profession un avantage social qui confortait quand même un peu leur retraite. Et c'était sûr. Après, on a commencé de faire des melons sous tunnel, sous grand tunnel, puis on avait une serre en verre, puis. Oui, on a été des Vous avez précurseurs dans le innové salut. Oui, un peu dans la famille. oui, voilà. Oui. Oui, on a été les premiers à faire des melons avec des plastiques et des tunnels. Et une année, on était allé avec une organisation à une réunion à Paris. Et on était allé chez les cousins de Guy dans la Meuse. Et Joseph téléphone, on devait rester 3 jours. Joseph téléphone et Magali dit « il fait un vent terrible ». Alors on part. On est retourné avec le train et notre ouvrier, qui était un Espagnol, nous disait « j'ai travaillé tout le jour avec la pelle pour mettre Sur le plastique. sur le plastique ». On s'en est vu, hein, de ce plastique. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas fait que travailler, Joseph. Tout dépend comment on entend les choses. Quand il fallait aller à des répétitions jusqu'à des heures avancées de la nuit et le lendemain se lever, ça reposait guère physiquement. Et en mobilette, hein, des gentils en mobilette. Des répétitions de quoi? Alors, expliquez-nous. je faisais partie de ceux qui animaient la chorale paroissiale. Des groupes comme ça dans les paroisses ou dans les villages et qui vivent un idéal, eh bien, sont bien obligés de prendre de la peine pour le réussir, quoi. Cette peine, ben, c'était le fait de se coucher tard, de se lever tôt après le lendemain. Mais bon, le positif l'importait quand même. On se retrouvait heureux de participer à ce genre d'activité. Qui était donc chez nous des soirées de variété, où on entendait de la Libère, on entendait du Tino, on entendait d'Arcelier, de quelques comme ça, vedettes de l'époque, et on empruntait leur territoire, leur répertoire. Et c'est comme ça que en même temps, mais en période, ça c'était plutôt la période de kermesse, de l'été. Mais en période d'hiver, alors était la pastorale. La pastorale qui relatait la naissance du Christ à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Mais on reprenait les mêmes écrits que l'histoire avait écrits. Quel rôle vous jouiez particulièrement? Quel personnage vous? On tournait sur au moins 5 ou 6. Hein. Ah. Alors, le Darpian, c'est la marmite pleine de louis d'or, de la barre de l'aubergiste. Tu faisais le Boubian. Le Darpian qui avait disparu, mais qu'en fait on a fini par retrouver grâce à notre ami Lucien Quintil, l'idiot du village, qui lui avait réussi à trouver le magot. Et puis il y avait la naissance du Christ, comme je devrais presque toutes s'appeler. Il y en avait 5 ou 6 sur lesquels on tournait là. Et ça c'était pour les pastorales, mais en hiver, en saison d'hiver. Et puis quand venait la saison d'été, eh bien c'était l'époque des kermesses. Et là, ben, c'était des programmes de variété, en cours à l'époque, quoi. Et en ce qui me concerne, je ne pense pas froisser pour Henriette qui nous a quittés, hélas, mais on formait souvent des duos avec Henriette, non dit durée, mais c'est Quinty. Et ça, c'était les programmes d'été. Et puis on se retrouvait dans les kermesses à animer. Et puis, même pour les pastorales, on tournait un peu dans les environs. On allait se produire dans différentes paroisses.
Joseph, vous avez appris à chanter ou bien vous êtes... Oh, c'est naturel. C'est naturel parce que moi je vous ai Ben, entendu, vous avez... Le fait de participer à des chorales, ça entretient quand même, hein. Ça perfectionne un peu. Mais vous lisez la musique? Si, Est-ce que vous lisez les notes musique. de musique? la musique, hein. Les notes. Oui. Un peu. Ah, j'ai fait un peu de musique dans mon enfance qui ne le sait plus, qui n'est pas encore quelqu'un de bien formé. Et voilà comment nous aidions à notre façon à aider les choses que nous voulons défendre, quoi, ce qui est de bien et qui rend des services à la paroisse. Et voilà, nous étions comme ça. puis, Et les gens, pardon, c'est quand tu allais à la chorale qu'après tu as chanté Minuit chrétien pendant 30 ans, comme Martial. Il y a Martial là quelque part. Lui, il faisait trembler les vitres. Parce que c'est Martial. très difficile à chanter. Ah ben oui, c'est quand même un peu un grand classique, quoi. Mais seulement tellement je l'entendais fredonner, parce que mes parents avaient tous la voix juste, même s'ils ne montaient, disons, jamais sur scène. Moi je suis monté la première fois à 5 ans, je chantais Par ce beau dimanche, c'est maman qui me l'avait appris, le petit pâtissier. Par ce beau dimanche, dague digue donc, et je la dites-moi donc sur ma toque blanche, nous sommes en 35. Hein. C'est un vol au vent, dans un panier carré, maluron, luron, luré, un vol au vent d'un art savant. C'est pour le notaire, allons-y gaiement, vite je le porte. Alors il y avait le curé Barral à l'époque. Ah, il était au premier rang, lui, à la chorale. Alors, je le revois me dire, tu es trop loin, là-bas. J'avais 5 ans, quoi. Ça, Très bien. Après la pastorale, voilà. tu as fait un peu tous les rôles. ah, ben dans la pastorale, oui. L'ange peut-être, non? Comment? Un des premiers rôles, c'était Oui. l'ange, celui Oui, de oui. l'ange. Oui, en 37, j'avais 7 ans. Ou pourtant de la Bourgogne, dis-moi, testablon, trouverais ne pantou, ça malgré la dire sa brassade, un biocline attention. C'est ce clean, mademoiselle Barral qui m'apprenait, c'était la sœur du curé. Clean attention, parce que je le disais pas si bien. Qu'au fond le corps de l'enfant Dieu. Ben, Alors dites, Oui, Ouais. ben, on s'est mariés au mois d'août et on a habité un peu à la Gramillière parce que la maison qu'avait achetée mon beau-père n'était pas libre. Et puis c'était l'hiver. Et le grand confort que j'avais à cette maison, c'est que j'avais l'eau dans la maison, dans l'évier, une pompe dans l'évier. ah, pas un robinet. une Ah pompe. non, donc pas pompé. Et l'hiver, qu'il a fait si froid, tout le monde avait ses pompes gelées et les costards venaient chercher de l'eau. Joseph, il faisait feu derrière le mur pour dégeler. Voilà, tout le grand confort qu'on avait. Et ça a évolué ensuite alors. Et oui, doucement. après, à mesure, voilà, on a mis l'eau, le bassin dans la remise, on a mis l'eau, puis on a acheté un poêle à bois, parce qu'on avait un vieux poêle, et quand il faisait froid, on couchait dans la même pièce. C'était pas le grand confort, mais tout le monde, c'était comme ça, tout le monde, hein. On ne s'inquiétait pas pour ça. Et puis on était jeunes aussi. Ça, c'était les années 1960. Et après, donc, le Voilà. confort est véritablement arrivé dans les fermes. Voilà, 55, voilà. la 70, le début des serres. Et 70, on a relevé la maison. Et en 82, on est parti. Oui, c'était un rez-de-chaussée. C'était pas... Mais c'était comme ça, on était jeunes, on ne s'inquiétait pas. Et pour aller faire les courses, la voiture, par exemple. On avait les épiciers qui passaient de Perne, le boulanger tous les jours de Monteux,
et voilà, les épiciers de Pernes et de Monteux. Oui, Voilà. vous avez- Et puis, ben, le dimanche, venant à la messe, on faisait un peu les commissions chez Farel, à l'épicerie Farel. Voilà. Bon, donc Alors. cette photo voilà, a été désirée, tirée par c'est Jean-Claude, c'est ça, par Jean-Claude Vacher, qui en a fait profiter des gens sur la place à Paris qui voulaient commercialiser ce melon, et ça faisait partie de la pub qui ferait peut-être, qui aiderait à vendre ce produit à Paris, dans la capitale directement du producteur. Et c'est comme ça qu'on me retrouve dans des photos pour faire quelque chose qui encouragerait le client, qui flatterait la marchandise, comme normalement, commercialement parlant, quoi. Et bon... On la voyait dans presque tous les supermarchés de France. Oui. Ah ben, C'était le fils Chaban qui s'était occupé de ça. Voilà. Et vous disiez que on l'avait retrouvé même à la frontière italienne. Ben oui, notre cousin qui habite à Menton est allé faire ses courses une fois. Et il a trouvé cette affiche avec les paniers de fraises, les melons installés, Pantagène, et il nous a téléphoné. Juste dire que vous avez fait partie d'une association Voilà, pour les on a femmes. créé l'association. Quelle Et- association? L'association, ça s'appelait AFV, ça dépendait de la mutualité agricole. On avait des conseillères qui venaient nous faire des réunions. Moi, j'ai connu beaucoup de femmes de Pernes grâce à cette association. Et j'ai été présidente pendant 20 ans. Et après, il y en a d'autres qui ont pris la place. Mais nous, on avait besoin de ça pour faire les bulletins de salaire, pour classer les papiers. Puis quand il est arrivé des jeunes, il n'y en avait pas beaucoup qui venaient, mais qui nous ont dit, mais nous, on n'a pas besoin de ça. On a l'ordinateur, et c'est quand même, ça à partir de là, on avait toujours beaucoup d'adhérentes, parce qu'on faisait des sorties, on faisait des Les choses, voyages. Oui. mais il y avait moins de personnes qui venaient à l'association. Alors on a dit, on dissout l'association, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait quand même pour le village, pour Pernes, on fait beaucoup de choses pour Pernes. Alors on a cherché un nom et on a mis association des... Pour la vulgarisation, non? Voilà, non, de l'association pernoise, des femmes pernoises. Voilà. Et moi, j'ai connu beaucoup de femmes de Pernes à cette association. C'est bien. Voilà, avec Simon Allègre, et enfin, après on changeait de... Voilà. Monique, c'est une belle vie de femme d'agriculteur, Oui. maintenant que vous êtes Oui, moi, arrière-grand-mère. oui, oui, oui. Et vous, Joseph, alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre vie d'agriculteur? Ben, je crois que j'ai été favorisé par le destin, puisque je suis arrivé dans une famille déjà implantée longtemps dans le métier, et que, ma foi, les discussions qui se faisaient à l'intérieur de nos associations, pour moi, allaient dans le bon sens. Je crois que je ne me suis pas trompé, et c'est avec plus d'ardeur, peut-être, que nous avons essayé d'améliorer toujours la vie de ces agriculteurs qui ont peiné, surtout ceux qui avaient vécu il y a presque un siècle, eh bien, n'avaient pas les mêmes moyens pour assouplir un petit peu cette peine, et qu'ils ont quand même réussi à établir dans la profession des règles et qui les ont rendus plus heureux. Plus heureux. Voilà.